Devant la précarité étudiante, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez quand vous voyez des images d'étudiants à la file alimentaire. Vous pleurez, puis vous essuyez vos larmes. À un moment précis, à partir du moment où il faut sortir le portefeuille de l'État pour abolir la précarité étudiante. La vie n'est bonne qu'à étudier, déclarait Blaise Pascal, grand penseur et intellectuel français au XVIIe siècle. 4 siècles plus tard, en 2023, ce postulat pascalien serait-il devenu obsolète pour les étudiants français? Les étudiants français n'incarneraient-ils pas une génération sacrifiée par un phénomène de précarisation autant exponentiel que pluriel? La précarisation progressive des étudiants se doit en fait d'être analysée à travers le plus de prismes possible. Il ne faut pas parler d'une précarité étudiante, mais des précarités étudiantes. Mais au fait, qu'est-ce que la précarité? La précarité est une situation d'instabilité dont l'avenir et la durée ne sont pas certains, comme l'affirmait le grand historien français Agrippa Dominier. Ces considérations sémantiques font écho aux réalités actuelles des étudiants, dont la situation est instable et l'avenir incertain. La précarité économique de nos étudiants français est sans appel. Leur reste à vivre par mois n'est qu'environ de 50 €, une fois l'ensemble des factures et des charges payées. Leur reste à vivre constitue en réalité un reste à survivre, pour couvrir l'ensemble de leurs dépenses alimentaires, sanitaires et vestimentaires quotidiennes. Dès lors, il faut bien comprendre que l'ensemble des loisirs et des divertissements, qui sont pourtant essentiels au développement de jeunes adultes, demeurent en fait des luxes que certains peuvent jouir et d'autres non. Évoquer ainsi une situation de précarité économique demeure faible face à la réalité d'extrême précarité économique dans les faits. Rappelons que selon l'INSEE, est considéré sous le seuil de pauvreté tout individu dont les revenus cumulent par mois moins de 1100 €. La réalité pour nos étudiants, c'est qu'ils sont plus de la moitié à n'avoir par mois comme revenu que 400 € par mois, ce qui représente 3 fois moins que le seuil de pauvreté. Pour autant, il ne serait que 20% d'entre eux à toucher une bourse d'aide de l'État, comme l'a révélé un rapport de l'association sociale Linky. Si 80% d'entre eux ne touchent donc pas de bourse de l'État, c'est parce que les critères d'attribution des bourses demeurent cependant très restrictifs. Ces conditions restrictives d'attribution des bourses contribuent ainsi à la précarité économique de beaucoup d'enfants de classe moyenne qui ne peuvent espérer bénéficier de l'ensemble des bourses d'État, de régions et des universités. La précarité économique touche ainsi des étudiants boursiers et non boursiers, qu'ils soient de classe populaire, moyenne, voire même de classe aisée. Ce phénomène de précarisation de la classe moyenne révèle en fait un phénomène bien plus général de précarisation et de déclassement social de la classe moyenne française qui se trouvait en réalité trop riche pour percevoir les aides de l'État, mais en même temps trop pauvre pour pouvoir au moins espérer s'en passer. Dès lors, il faut comprendre que les premières et les plus grandes victimes de la précarité économique chez les étudiants sont en fait les enfants de la classe moyenne, qui se reposent en majorité sur les revenus de leurs parents, déjà faibles, en plus d'une inflation actuelle sur l'ensemble des produits de consommation et sur l'énergie. Il faut bien comprendre que les enfants de classe dite populaire bénéficient en fait de l'ensemble des aides d'État, de régions et d'universités, dont sont privés en fait la plupart des enfants de classe moyenne. Bien évidemment, ce postulat n'implique pas une généralité, et il est important de rappeler que les classes dites populaires sont les plus enclins à la précarité économique. Les impacts de la précarité économique se matérialisent notamment sur l'alimentation, car une grande partie des étudiants n'arrivent pas à manger convenablement, en qualité et décemment en quantité. C'est en fait un défi du quotidien que la moitié d'entre eux n'arrivent pas à atteindre, et il serait plus d'un étudiant sur 3 à sauter au moins un repas dans la semaine. La mal et la sous-nutrition ne sont en fait que des carences parmi d'autres qu'engendre la précarité économique des étudiants, puisqu'ils sont également beaucoup à se priver de soins de santé, à subir du mal logement, alors même que le logement représente 50% de leur budget, et également à se priver de matériel pour étudier sereinement. Cette situation d'extrême précarité économique, osons le terme, a connu son poids culminant durant la crise sanitaire, où les images de files d'attente devant les distributions alimentaires ont marqué l'ensemble des Français. Mais cette période n'a en fait que révéler une situation déjà pérenne en l'ancrant davantage dans le paysage médiatique. Car encore aujourd'hui, les files de distribution alimentaire sont encore submergées par de très nombreux étudiants. Pour ne rien arranger à leur situation économique, les étudiants doivent s'acquitter de la CVEC qui atteint la somme importante de 100 €, alors qu'elle a été pour autant en 2020 à 90 €, et cet investissement étudiant doit en fait être un bénéfice pour les étudiants, car ils doivent récolter les fruits durant le reste de leur scolarité. La réalité demeure tout de même différente, puisque la CVEC va en grande partie dans les poches de l'État, et des universités, et la transparence sur son utilisation demeure certes floue. Un cri d'alarme de 14 présidents d'universités a été lancé le 19 septembre dernier dans une tribune du Monde. Les 14 présidents d'universités en appellent en fait à consacrer l'autonomie financière des étudiants pour les libérer d'un fardeau qui nuit fortement à leur qualité d'études, également de santé. Alors que le philosophe Francis Bacon déclarait vouloir vivre
pour étudier et non étudier pour vivre, il serait environ 28% des étudiants à être dans l'obligation de travailler, donc d'avoir une activité rémunérée en plus de leurs études, ce qui nuit fortement à la fois à leur potentialité de réussite, mais également à leur santé. C'est en fait tout l'écosystème économique des étudiants qui se précarise. Mais jusqu'où et quand? Dans son célèbre ouvrage Politique, le philosophe Aristote postulait que l'homme est un animal politique, qui doit nouer des relations sociales et politiques pour s'accomplir en tant qu'individu. Pour vivre pleinement et heureux, l'individu doit donc s'accomplir socialement. Mais nous assistons désenchantés à une transformation des relations sociales qui tendent à se diluer dans la virtualité. De relations sociales actives, régulières et vivantes, nous sommes rentrés dans la virtualité asociale, passive, virtuelle et anecdotique. Le tissu social français s'est certes délité ces dernières décennies pour des raisons culturelles et politiques, mais le lien social qui unit les étudiants français se meurt. Alors certes, en cette rentrée 2023, la vie étudiante n'a pas totalement disparu dans les facs, les prépas et les universités françaises, mais pour autant, le lien social fut mis à mal et demeure en péril. La virtualité asociale, qui est une des tares de notre modernité, a supplanté le réel de la vie éminemment sociale, essentielle pour des individus qui sont les étudiants, pour leur émancipation et leur construction comme individus dans la société. La période de crise sanitaire, avec ses mesures frôlant parfois l'autoritarisme, avait séparé les étudiants physiquement de leur lieu de vie quotidien, l'université, avec ses différentes sociabilités. Le passage au cours à distance avait contribué à isoler de plus en plus les étudiants, qui demeuraient parfois à l'étranger ou loin du foyer familial. Alors face à la désolation des étudiants et à leur isolement social, leur état psychologique doit être l'objet de politiques publiques ambitieuses, puisqu'on estime qu'environ 75% des troubles psychologiques et psychiatriques arrivent avant l'âge de 24 ans. En plus des difficultés économiques que rencontrent les étudiants, leur manque d'intégration sociale contribue davantage à fragiliser leur état psychologique. La précarité économique est d'ailleurs directement liée causalement à cette asocialité forcée, puisque leur précarité économique les prive de s'offrir des vecteurs de sociabilité, tels que les activités sportives ou culturelles, qui deviennent des luxes que certains peuvent s'offrir et d'autres non. Comme l'explique le Conseil économique, social et environnemental, il serait un quart des étudiants français à souffrir d'isolement social, en se trouvant dans une situation dans laquelle la personne, du fait de relations durablement insuffisantes dans leur nombre ou leur qualité, est en situation de souffrance et de danger. Les carences de l'état psychologique de nos étudiants s'inscrivent d'ailleurs dans un contexte de sélectivité parfois aléatoire qu'a imposé Parcoursup. La sélectivité durant l'ensemble du parcours scolaire des étudiants exerce une forme de violence symbolique qui a des conséquences psychologiques délétères comme le stress et l'anxiété. La sélectivité durant l'ensemble du parcours scolaire repense en fait le rapport entre le temps et l'individu, où l'individu demeure de manière permanente dans l'attente et l'incertitude. Le philosophe français Michel Foucault faisait d'ailleurs de l'emploi du temps une technologie politique efficace pour contrôler les individus qui s'abandonnent aux impositions temporelles qui s'imposent sur eux, comme le fait Parcoursup. Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple, affirmait le penseur français Danton. Ce besoin éducatif, faisant même nécessité pour bâtir une grande nation, a contribué au rayonnement intellectuel de la France au moins du XVIIIe au XXe siècle, avec son modèle éducatif méritocratique, rigoureux et ambitieux. D'un enseignement basé et centralisé sur les impératifs lire, écrire, compter correctement, avec une exigence de rigueur morale et intellectuelle, qui visait à former des individus instruits, avec des qualités sociales, humaines et culturelles. L'enseignement a progressivement muté vers de nouvelles aspirations égalitaristes et sociétales. Les différentes mutations de notre modèle éducatif ont en fait contribué à imposer un nivellement par le bas, où les premières victimes sont en fait les étudiants, qui peinent déjà à disposer des moyens économiques et matériels pour étudier sereinement. Pour que les étudiants français retrouvent leur force intellectuelle, humaine et culturelle, il est nécessaire de remettre les fondamentaux du savoir au centre de l'éducation. Le penseur grec Plutarque postulait d'ailleurs que la vertu n'est que l'émanation de l'enseignement et de l'éducation qui s'acquièrent par l'exercice et par l'habitude. Mais force est de constater que nous nous éloignons progressivement de ces préconisations et que la sagesse grecque devrait de nouveau nous transcender. L'abaissement du niveau scolaire des élèves est en fait un long processus dont la genèse peut remonter dès mai 68. Aussitôt aux protestations sociales des étudiants, le bac leur avait été accordé très généreusement. Nous pouvons également penser à l'abaissement du niveau du brevet, à l'enseignement subsidiaire aux fondamentaux, à la perte d'autorité du corps enseignant, ainsi qu'à la nouvelle politique éducative depuis Jean-Pierre Chevènement que 80% d'une classe d'âge ait atteint le niveau du bac. Cet objectif de Chevènement a d'ailleurs été atteint dès 2012 alors qu'elle avait été formulée en 1985, mais la question que nous devons nous poser, c'est quelles en sont les conséquences intellectuelles et éducatives pour l'éducation nationale, l'université et pour les étudiants. La précarisation des étudiants, en plus d'être économique et psychologique comme nous l'avons vu, est donc également scolaire et intellectuelle.
Cette précarisation du niveau des élèves, souvent à leur détriment, est d'ailleurs très souvent alimentée par des entrepreneurs de morale, davantage soucieux des opérations que des résultats. Mais il faut tout de même être lucide. Prôner une éducation verticale dans laquelle le corps enseignant est en haut et l'élève en bas n'empêche pas dans ce cadre de repenser les rapports éducatifs en optant pour des rapports éducatifs davantage horizontaux dans lesquels l'étudiant s'implique directement et activement dans sa scolarité, plus à même de contribuer à son bien-être et à son émancipation. Les utopies socialistes qui font de l'école un lieu de liberté, dans lesquels les codes de l'éducation traditionnelle sont rompus, demeurent tout de même des foyers de réflexion dans lesquels nous pouvons trouver des progrès éducatifs. Mais l'essentiel est en amont d'asseoir les fondements intellectuels et académiques pour ensuite s'aventurer vers de nouvelles expériences éducatives. Et ces fondements éducatifs reposent notamment sur l'impératif du commun, bien avant celui de l'individualité et de l'altérité. L'éducation nationale et l'ensemble de l'enseignement supérieur doivent ainsi remettre au centre de leur pédagogie et de leur déontologie le goût du sens et du beau, et l'amour de la transmission et du savoir, autant pour les étudiants que pour les professeurs, pour former une élite intellectuelle fière d'elle-même. Et comme le système éducatif d'un pays et le niveau de ses étudiants en est une vitrine à l'échelle internationale, à nous de choisir la nôtre. C'est donc notamment en réaction à ces différentes précarités économiques, sociales, psychologiques, scolaires et intellectuelles que de nombreux étudiants ont un sentiment de défiance à l'égard des décideurs publics et qu'une crise de confiance est durablement installée dans le paysage politique, à la fois à travers leur mobilisation, leurs manifestations, mais également à travers leur abstention électorale, qui est la vitrine de leur défiance. Alors certes, les mobilisations étudiantes ne sont pas celles de mai 68, mais force est de constater que dans chaque manifestation populaire, comme lors de la réforme des retraites, les étudiants sont présents en nombre et en masse, et parfois même indépendants des organisations politiques et syndicales. Les étudiants refusent ainsi la passivité face aux crises qui les touchent, qui les traversent, mais qui traversent également la nation française. Et ils s'emparent de ces problématiques pour les mettre sur l'agenda. Pour se faire entendre, il faut se faire respecter. Et le respect n'est que l'émanation d'un crédit de légitimité. Dès lors, pour être légitime, il faut que les étudiants se mobilisent pacifiquement, et dans une optique de coopération intelligente avec les pouvoirs publics, pour se faire entendre, et pour mettre fin à leur précarité. Et peut-être qu'au bout du tunnel, la fin de la précarité sera là.